Aujourd'hui, dans notre jury balado, on va parler du sens des mots. Donc, pendant notre conversation, on va déconstruire le sens de certains mots reliés directement à la problématique des violences conjugales. L'idée, c'est d'offrir un nouveau vocabulaire qui va correspondre à la réalité des personnes que les avocats et les avocates représentent et qui vont, on l'espère, améliorer leur posture d'allié. Nos jurys balado permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violences conjugales et de violences à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Aujourd'hui, je suis avec Constance Lorrain. Constance, tu es spécialiste clinique chez Juripop. Tu travailles étroitement avec les avocates pour évaluer les dossiers. Donc, en fait, tu évalues le niveau de risque d'aggravation de la violence post-séparation, en plus de participer à l'orientation des décisions juridiques, notamment en tenant compte des différents plans de sécurité. Le sens des mots, c'est extrêmement important parce que les mots qui sont employés dans les interactions avec les personnes requérantes seront déterminants dans le lien de confiance avec cette personne, mais vont aussi participer à la reprise de pouvoir. Les mots qui sont véhiculés devant les tribunaux, quant à eux, valident le vécu de violence puis orientent la stratégie juridique vers le point focal qui est les violences subies, mais surtout les conséquences de celles-ci. C'est une pratique supplémentaire à laquelle on va vous ouvrir aujourd'hui, qui va permettre de placer la personne victime au cœur du système qui la reconnaît dans tout son vécu parce qu'on utilise les bons mots pour le reconnaître. Donc, Constance, d'abord, on veut savoir de quoi il est question, de quoi on parle, puis on veut savoir à qui on parle également. On parle premièrement de violence conjugale. Le concept de violence conjugale, il faut le voir comme un exercice de domination qui va s'inscrire dans un rapport de force à travers des manifestations violentes et non violentes qui visent à avoir le contrôle sur l'autre. On peut donc penser, par exemple, au contrôle coercitif, donc à la micro-régulation du quotidien des victimes. C'est vraiment une prise de contrôle, pas une perte de contrôle. Puis il peut y avoir plusieurs formes à la violence conjugale. C'est pour ça que nous, on va préférer mettre des S au niveau de violence conjugale. On peut penser à la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle et institutionnelle. Puis dans violence conjugale, il y a aussi le terme conjugal qu'on remet en question, lentement mais sûrement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que conjugal, ça renvoie à l'idée de couple, l'idée de conjugalité, des fois à une certaine hétéronormativité aussi. Or, on veut être le plus inclusif possible. On veut que les personnes qui sont victimes à l'intérieur d'une fréquentation, par exemple, se sentent autant interpellées ou comprises dans le discours de la violence conjugale, même si elles ne s'identifient pas à une relation de couple, par exemple. La fréquentation n'est pas moins, par ailleurs, une relation à certains égards, là. Tout à fait. C'est plus que ça renvoie pas à l'idée de couple. C'est une fréquentation, c'est pas un couple. C'est une relation qui est tout à fait légitime. Puis ça devrait être inclus là, dans le terme de violence conjugale, même si là, actuellement, ça en rend pas assez compte, autant que le polyamour ou toutes ces relations-là qui sont tout autant légitimes et qui devraient avoir leur place en même le concept qui peut-être est à redéfinir aussi, là. Au niveau des violences aussi, il y a les violences post-séparation. C'est un enjeu qui est encore moins discuté, même chez les victimes. Des fois, elles vont appeler en maison d'hébergement puis dire « Ah, ben ça fait quand même 2 ans, 3 ans, je sais pas, je suis à la bonne place. » Or, on veut vraiment affirmer qu'il n'y a pas de délai de temps. Que la rupture en soi, ben, ça entraîne une hausse des risques aussi de féminicide, une escalade de violence, parce que le partenaire à ce moment-là va perdre du contrôle. Un des moyens vraiment de diminuer son emprise, c'est de quitter la relation et ils vont devoir possiblement entretenir un lien en raison de leur enfant. Donc, la parentalité va assurer la pérennité dans un certain sens de la continuité des violences qui sont exercées.
C'est juste qu'il va y avoir un ajustement des stratégies par le partenaire violent. Ce que tu nommes, ça, pour moi, ça renvoie au mythe que parce que la relation elle est terminée, il n'y a plus de violence et que la personne qui se dit victime doit regarder en avant et que maintenant c'est fini et que c'est un long fleuve tranquille devant elle. Je pense que ça renvoie à ce mythe-là, mais avec la discussion qu'on a aujourd'hui déconstruit aussi ce mythe-là, au contraire, du moment où la relation est terminée, surtout lorsqu'il y a des enfants, surtout s'il y a des procédures judiciaires, on embarque dans le cycle de la violence post-séparation quasi automatiquement, je dirais. Tout à fait. Donc, on en parle depuis, je l'ai nommé plusieurs fois depuis tantôt, toi aussi, personne victime survivante, c'est un mot qu'on entend souvent. Certaines vont dire victime survivante, on va parfois employer les deux. Pourquoi? Premièrement, je pense que la règle d'or, ça serait tout le temps de demander à la personne. À la rigueur, c'est qu'est-ce qu'elle préfère qu'on utilise comme terme. Je pense que quand même, il y a un travail intéressant dans le fait de la sensibiliser à pourquoi on utilise le mot qu'on choisit en bout de ligne. Survivante, on va le voir beaucoup aussi au niveau des CALAX, des centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Ça renvoie à vraiment une idée de reprise de pouvoir quand on parle de survivante, mais c'est un caractère plus individuel. Tandis que victime, c'est plus positionné au niveau de dénoncer un système. On est victime, tu sais, oui, de violence conjugale, mais la violence conjugale, c'est une problématique qui est sociale, qui s'inscrit dans une société. Aussi, le terme victime a des assises juridiques. Il est utilisé dans le langage juridique, alors que survivante, c'est dans le langage militantisme, si on veut. Le langage militant, pardon. Donc, il y a cet enjeu-là. Aussi, ce qu'on propose, c'est que c'est intéressant dans un premier temps de reconnaître sa victimisation pour se dévictimiser, de prendre conscience soi-même en tant que victime de ce qu'on a vécu. Des fois, c'est long au niveau de la dénonciation. Des fois, c'est à l'avocat, la première personne à qui on va parler de ces violences-là. C'est pas toutes les personnes victimes qui appellent dans des maisons d'hébergement, par exemple. Il y en a qui pensent encore que ça offre justement juste de l'hébergement, pas une ligne d'écoute pour explorer un peu ce qu'on vit. Donc, il y a aussi toute cette idée-là d'aller explorer avec la victime c'est quoi les conséquences qu'elle a vécues, quels besoins ça a créé chez elle. Puis c'est d'autant plus intéressant qu'après, ça nous permet d'adapter notre pratique à la lumière de ces besoins puis ces enjeux-là. Donc, de vraiment laisser place aussi à leurs sentiments d'outrage, de colère, pour pouvoir agir comme moteur d'action, puis les amener vers une reprise de pouvoir en partant vraiment de leur vécu, pas en niant les traumatismes. Parce que dans le fond, une personne qui ne se définirait pas par le terme victime n'en est pas moins une au sens de la problématique. Pas du tout. Puis je pense que c'est un cheminement propre à chacune. Il y a aussi des expériences passées qu'on parle de femmes multi-éprouvées. Quand il y a plein de circonstances de vie, d'enjeux aussi qu'on a rencontrés, ça se peut que ce soit la goutte de trop. Qu'on ne veuille pas revêtir une étiquette de victime parce qu'on a tellement revêtu d'étiquettes puis été stigmatisé. Puis je pense que c'est de nommer aussi l'intention qu'on est intervenant, que le but de nommer la situation comme, tu sais, les personnes comme des personnes victimes, c'est pour aussi universaliser. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule. C'est une problématique qui est sociale. Ça s'inscrit dans un problème beaucoup plus gros que les individus eux-mêmes. Fait que d'enlever un peu ce sentiment d'être hyper isolé, surtout que la violence conjugale contribue à l'isolement. Puis comme avocat, ce serait de dire à la personne, je vais parler de ton vécu, on va parler de ton vécu parce que ça va nous permettre à terme d'espérer avoir une ordonnance qui va en tenir compte, donc de tes besoins, des besoins de ton ou tes enfants et de ta sécurité. Tout à fait. Puis nous-mêmes, de se poser la question aussi en tant que professionnels, pour moi, ça veut dire quoi, victime? Est-ce que c'est péjoratif? Parce que ça, c'est peut-être aussi une construction sociale. Moi, une victime, à la lumière de mon expérience, j'ai appris que c'est très courageux, c'est très résilient, puis il n'y a rien de péjoratif pour moi à être une victime. C'est pas notre faute non plus, puis on ne devrait pas se sentir responsable d'être victime de violence conjugale. Ça renvoie en fait à une espèce de préjugé elle joue à la victime en ce moment, ou elle se positionne en victime, donc elle se positionne pas. Elle se positionne de manière à ce qu'on la prenne en pitié, qui sont des choses qu'on entend puis qui sont véhiculées malheureusement dans notre système de justice en ce moment, puis auquel on souhaite s'attaquer finalement en changeant notre vocabulaire puis en faisant preuve d'ouverture puis aussi en étant ouvert
à apprendre puis à désapprendre, finalement. Ça amène aussi un peu à l'idée d'enfants victimes. C'est le terme que nous, on va préconiser, plutôt que de dire que c'est des enfants témoins ou exposés aux violences conjugales. On va utiliser le terme victime juste pour rendre justice à leur vécu, pas minimiser ce qu'elles ont vécu ou elles ont vécu, justement. Les violences, elles peuvent se vivre de plein de façons chez les enfants, notamment intuitivement. C'est-à-dire de voir aussi une personne avec qui on a un super fort lien d'attachement, qui est notre mère, souvent. Être la cible de victime, de ne pas avoir toute sa disponibilité, puis son plein potentiel de maman, parce qu'elle est occupée à essayer de prévenir la violence, de la diminuer, de s'assurer que l'enfant ne vive pas trop de conséquences. Elle essaye, là, à titre de survie, de protéger aussi son enfant là-dedans, mais ça c'est très énergivore, puis c'est de l'énergie qu'elle ne peut pas mettre ailleurs aussi. Donc, vraiment, de rendre compte du fait que les enfants ils ont des antennes, c'est des éponges. Ils vont voir que, par exemple, le matin, elle voit que maman est fatiguée, elle a des cernes sous les yeux. On a entendu des cris dans sa chambre, mais comme il somnolait, il n'est pas trop conscient de ce qui s'est passé. Puis justement, c'est ce que les personnes victimes vont nous dire. « Ah, mais l'enfant, il n'était pas là. » C'est d'habitude, quand on se chicane, je vais le mettre en guillemets, parce qu'on reviendra là-dessus. Mais c'est le soir, puis l'enfant, il dort, il n'est pas conscient de ça, mais il va en avoir des brides, puis il va mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble. Donc, le matin, quand il voit sa mère dans un état d'épuisement, bien, il se doute qu'il s'est passé quelque chose la veille. Puis quand on invalide ça en disant « Ben non, tout est beau » parce qu'on veut le protéger, bien là, ça invalide d'autant plus son vécu à ce moment-là, là. On l'a un peu abordé, évidemment, sans le nommer comme tel dans les dernières minutes, mais tout est une question, disons une partie de la question, c'est les perceptions qui sont véhiculées par la société de ces notions-là qu'on vient d'aborder. Il y a une partie de ces perceptions-là qui part de la notion de socialisation. Tout à fait. Puis ça, c'est un mot qui, en fait, veut dire la façon dont on est élevé et influencé involontairement ou volontairement pour correspondre à un certain moule social. C'est-à-dire qu'on est élevé en petite fille, on aime le rose, on est belle, puis on est douce. Puis si on est un petit gars, on aime le bleu, puis on aime se bouger, puis on va difficilement. On déplace de l'air. On déplace de l'air. À l'école, ça se passe pas bien. Tous ces un peu stéréotypes de genre-là qui vont être imposés là, aux enfants là, dès la naissance, dès le baby shower, pour dire le terme en anglais. Puis la socialisation va mener à des expressions sexistes. Ben, en fait, quand on parle de socialisation, on vient mettre en lumière l'inégalité entre les genres, puis en fait, une des raisons finalement pour laquelle les perceptions sont erronées, les perceptions liées aux violences conjugales, violences à caractère sexuel aussi. Mais si, comme avocat qui pratique dans ce système malheureusement inégal en termes de genre, on va être conscient de la manière dont on utilise les mots, puis de l'impact qu'ils peuvent avoir tout au long du dossier judiciaire. Parfois, une expression dans un rapport ou dans une procédure ou dans une lettre qui va être déposée à la cour peut suivre votre client, donc la personne que vous représentez, la personne requérante, tout au long des procédures, puis ça va être excessivement difficile de vous en défaire, donc d'être conscient de ça déjà. Vous pourriez être en mesure de rapidement couper l'herbe sous le pied, finalement, d'une situation qui nuirait aux perceptions de votre dossier. Puis évidemment, bien là, on a parlé de société, mais dans cette société-là, il y a comme un vecteur un vecteur de transmission, un autre véhicule, finalement, de ces perceptions-là qui sont, bien évidemment, les représentations médiatiques des différentes violences. En pensant à ce balado, notamment, je suis tombée sur un hashtag qui existe en France, qui est hashtag les mots tuent, qui permet de signaler quotidiennement des publications, des articles de presse qui vont contribuer à banaliser ou à excuser les violences conjugales. Donc, c'est vraiment des titres d'articles qui ne font pas sens du tout et qui ne devraient pas avoir lieu, qui sont revictimisants là, pour les victimes, puis qui rendent compte de la violence, par exemple, comme
exclusivement physique. On pense à l'expression là, qu'on n'utilise plus du tout, mais qui est femme battue. Là, de voir ça dans un article de journal, c'est problématique. Donc, il y a des militants, militantes qui, sur ce site-là, là, vraiment vont demander un changement, puis ça va se faire. Par la suite, on voit le titre modifié de l'article. Donc, c'est un beau moyen de reprise de pouvoir collective que j'ai découvert. Sinon, dans les médias, ce qu'on va voir souvent, c'est un aspect un peu sensationnalisme théâtral. On va parler de drame passionnel. Ça va être de l'ordre des faits divers. Vraiment, on a l'impression que c'est de la fiction, dans un sens, que c'est scripté. On va aussi parler de violence comme un acte isolé, extrême, qui est l'homicide. Puis on ne parlera pas de ce qu'il y a entre le début de la relation puis cette finalité-là extrême qui est le féminicide, par exemple. Donc, de pas le mettre dans un cadre aussi d'épisodes multiples quotidiens que les personnes victimes vont vivre. On va parler d'une pulsion, d'un blackout, d'agir sur le vif, alors qu'au contraire, on sait que ces actes-là sont prémédités, bien souvent, selon un certain laps de temps, qui vont être réfléchis parce que c'est stratégique, la violence, puis c'est une prise de contrôle, pas une perte de contrôle, comme on l'a déjà dit. Donc, c'est un peu les problématiques qu'on voit, là, notamment au niveau des médias. Ils vont aussi souvent faire référence aux justifications du partenaire violent parce que c'est internalisé en même la société. On a tendance à vouloir expliquer l'inexplicable. Là, ça fait pas de sens. Un féminicide, un infanticide, c'est tellement horrible qu'on a besoin de mettre le doigt sur le pourquoi. On va beaucoup parler du contexte dépressif des partenaires violents, notamment du fait que peut-être il y avait des problèmes de consommation qui étaient mélangés à ça, que la victime avait été infidèle. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi il a fait ça, de trouver la cause. Puis c'est savoir pour l'effet de responsabiliser les victimes, ce qui n'est pas du tout approprié à notre sens non plus. Là. Les responsabiliser puis d'occulter, en fait, les violences qu'elles ont vécues possiblement, parce que si on en est rendu au féminicide, donc à l'homicide, c'est parce que si le geste homicidaire a été commis, c'est parce qu'on avait toute une dynamique derrière qui s'inscrivait probablement depuis plusieurs mois, voire années. Je lisais récemment là, dans le livre « Pratiques et recherches féministes en matière de violence conjugale », qui est un collectif sur la co-construction des connaissances et des expertises en matière de violence conjugale. Puis, il y avait une section justement sur la représentation dans le média, puis sur le fait que il y a une tendance à neutraliser les informations liées au contexte de la violence conjugale ou des féminicides plutôt que de les objectiver. Donc, on va d'autant plus invalider ce qui est vécu par la victime, puis on comprend qu'il y a tout l'aspect de confidentialité, surtout lorsqu'on est lorsque c'est judiciarisé, que ce soit au criminel ou au civil, donc en familial ou en jeunesse, mais il y a moyen, bien qu'il y ait tout un aspect confidentiel, de relever ce qui est objectivement vérifiable. C'est un peu tout le travail du journaliste. Puis ça fait absolument écho au travail du juriste aussi, en relevant ce qui est présent, les facteurs de risque qu'on est capable d'identifier. On permet aussi à ce que la nouvelle valide ce qui est arrivé plutôt que de l'invisibiliser. Là, on parle des médias puis de la représentation médiatique, mais c'est aussi vrai pour la pratique juridique. Là. Puis je pense qu'au niveau des compétences des journalistes, si jamais, justement, ils ne sont pas à l'affût des facteurs de risque, des caractères objectivement vérifiables, bien, d'aller chercher l'expertise des intervenantes en maison d'hébergement, ça pourrait être super pertinent dans ce cadre d'article-là. Là. Complètement. Puis bon, évidemment, quand on parle d'expliquer ou de discuter d'une situation de violence conjugale, violence post-séparation ou d'un féminicide, lorsqu'on veut décrire une situation, il y a toute une panoplie de mots qui vont être utilisés à bon ou à mauvais escient, mais qui sont aussi, il y a toute une panoplie de mots qui sont
des mots d'alliés, donc des manières de bien représenter la situation, tout comme il y en a qui sont à éviter. Puis là, on en a plusieurs à proposer puis à déconstruire ensemble. Tantôt, j'ai fait référence au terme un peu plus, j'ai envie de dire, archaïque, femme battue. Moi, j'ai pas été victime de violence conjugale, puis je trouve ça extrêmement violent, cette désignation-là. Donc, j'ose pas imaginer quelqu'un qui a vécu ça, qui reçoit ça. Donc, juste pour le caractère émotif et humain de la chose, je pense qu'on devrait rayer ces mots-là de notre vocabulaire, d'autant plus que ça renvoie à l'idée que la seule violence qui existe, c'est celle physique. Puis encore là, pas toutes les violences physiques, seulement les coups qui laissent des marques visibles. Alors qu'on sait... Les violences physiques, par exemple, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de s'imposer dans un cadre de porte pour séquestrer une personne. C'est de lancer des objets, les briser, claquer des portes, taper fort son poing sur la table. C'est tous des exemples de violences physiques qui ne sont pas illustrés quand on entend « femme battue ». C'est aussi un autre terme un peu ancien, violence domestique. Des fois, on va le voir aussi dans des documents plus anglophone. Domestic violence, oui, ça fait appel à la traduction, je pense. Exact. Puis c'est l'idée aussi que la violence, c'est de sphère domestique. C'est du domaine du privé. On ne devrait pas en parler. Alors qu'au contraire, on veut déconstruire ça puis positionner les violences conjugales comme une problématique qui est sociale. Il faut qu'on réfléchisse à ça en tant que société. Il faut qu'on devienne des alliés aussi. Donc, pour nous, ce terme-là là, est pas approprié non plus et ne devrait pas être utilisé. Il ne faut pas être malaisé de parler de ça parce que si on est malaisé d'en parler, on le laisse dans la sphère privée, on le laisse dans la fameuse chambre à coucher, puis on ne l'adresse pas comme un problème de société. Puis donc, le système ne changera pas, puis nos pratiques ne changeront pas. Un autre terme qu'on va souvent rencontrer, là, notamment judiciairement, aussi dans des rapports des PJ, ça va être d'identifier les situations de violence conjugale erronément comme des querelles, des chicanes, des conflits de couple, des conflits sévères de séparation, etc. Imaginez toutes les déformations possibles. Ça a pour effet de minimiser les violences, de même, je dirais, les invisibiliser. Puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas établir des scénarios de protection. Donc, on met en danger aussi des femmes, des enfants, des hommes qui sont victimes quand on ne reconnaît pas le contexte de violence conjugale et qu'on ne leur donne donc pas le droit à ces scénarios de protection-là. Il y a des outils qui ont été développés pour distinguer le conflit des violences par notamment le regroupement des maisons d'hébergement. Donc, on vous invite bien sûr à les consulter si jamais c'est flou pour vous la distinction entre conflit et violence. Mais en fait, puis on peut l'expliquer brièvement, mais dans un conflit ou dans une chicane, là, disons que je vais dire que c'est un synonyme l'un et l'autre, il n'y a pas de rapport de pouvoir. Les deux personnes sont égales dans la chicane ou dans le conflit, dans leur niveau de colère, vont également s'insulter, vont également se lancer des insultes verbales, vont également avoir du pouvoir dans la chicane, dans le conflit, dans la discussion qui peut se terminer tristement ou qui pourrait être empreinte d'une certaine violence, mais elle ne va pas s'inscrire dans une dynamique de violence. Puis elle est là la notion importante, puis c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être en mesure comme praticien, c'est-à-dire comme juriste qui représente des personnes victimes, d'être en mesure de faire cette différence-là. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que la question va vous être posée, c'est que vous allez devoir défendre la présence de violence contre la présence d'un conflit. Puis savoir le reconnaître, savoir reconnaître les violences conjugales et les expliquer et savoir démontrer qu'elles ne sont pas un conflit ou une chicane va valider le vécu de la personne que vous représentez, mais va aussi permettre à la stratégie juridique de faire sens dans les éventuelles ordonnances que vous allez obtenir. Quand tu dis valider aussi
les conséquences sur les victimes, c'est ça aussi un des critères, c'est vraiment l'impact que ça a laissé. On parlera pas du même impact au niveau d'une chicane versus de violence. Là. Il y a vraiment des conséquences multiples qui découlent des violences conjugales et post-séparation. Puis il y a aussi la notion là, d'explication. Justement, dans le cycle de la violence conjugale, il y a la phase de la justification chez les partenaires violents qui vont vraiment utiliser des justifications qui sont extérieures à eux-mêmes. Donc, aucune responsabilisation, aucune reconnaissance de sa part qui est en fait totale en contexte de violence conjugale. C'est jamais la faute de la victime, on le dira pas assez. Mais vraiment, dans un conflit, on peut, avec du recul, voir, OK, ben, tu sais, là, je suis allée trop loin ou mes mots ont dépassé ma pensée, puis vraiment, je reconnais que c'était inapproprié, ce que je t'ai dit, tu sais. On le verra pas en contexte de violence conjugale, sauf dans le cadre de manipulation, des fois pour arriver à ses fins ou quand on va être dans une lune de miel. Là, il va y avoir, tu sais, des formes d'excuses, mais jamais elles vont se matérialiser en action concrète de, oui, je me suis inscrite à un centre qui est reconnu comme qualifié pour aider au niveau de la gestion des comportements violents. Je promets d'y aller, puis je me rends jamais là. Donc, de regarder aussi vraiment l'explication qui entoure le conflit ou donc la situation de violence pour pouvoir déterminer dans quelle situation on se trouve. Il y a aussi, si on parle encore une fois du vocabulaire allié, on va voir beaucoup dans les procédures judiciaires de plus en plus, je crois, avec le changement là, de la loi sur le divorce, violence familiale et conjugale. Donc, je pense qu'il faut mettre son je sais pas si c'est grain de sel, le terme approprié. Là, c'est normal d'avoir violence familiale parce que c'est écrit dans le texte de loi. Donc, on veut que les juristes aient une assise aussi puis que ça parle aux juges. Toutefois, on remet en contexte le fait que la violence familiale, c'est peut-être pas le terme le plus approprié pour parler de violence conjugale parce qu'on ne sait pas c'est qui. T'sais, violence familiale, ça pourrait être autant la grand-mère envers le beau-fils que le partenaire envers sa partenaire victime. Donc, on va préférer utiliser le terme violence conjugale parce que ça rend compte de la situation réelle qui se produit, puis que c'est deux problématiques distinctes, c'est-à-dire que les maisons d'hébergement, si on leur parle du fait qu'on vit une situation de violence familiale, ils risquent de référer vers des organismes spécialisés au niveau de la violence familiale. Donc, en plus, ça peut induire en erreur des victimes qui seront plus ou s'orienter. Puis, c'est presque comme une manière d'occulter aussi ce que la personne victime, donc la maman, aurait vécu, les conséquences sur elle, ce dont on parlait plus tôt, son indisponibilité, ses craintes, sa peur, complètement justifiée aussi. Mais si on l'occulte, on va aussi peut-être l'interpréter différemment, puis pas nécessairement à l'avantage de sa sécurité puis de la sécurité de ses enfants. Donc, c'était d'ailleurs une recommandation que Jury Pop a fait là, lorsque le projet de loi 2 a été déposé. Donc, dans le mémoire qu'on a présenté à l'Assemblée nationale, on recommandait vraiment que la définition qui était proposée dans le projet de loi 2 inclut la violence conjugale pour les raisons que tu nommes, Constance. Puis, bon, au moment de l'enregistrement, le projet de loi 2 est toujours à l'étude, donc on ne sait pas quel terme puis quelle définition va être retenue par le projet de loi 2, donc incluse dans les modifications au Code civil du Québec. On espère que la violence conjugale sera tenue en compte dans cette définition-là. Si on poursuit au niveau là, du vocabulaire d'allié, on recommande de ne pas utiliser d'euphémisme, de termes pour adoucir. Des fois, ça peut être sécurisant pour nous-mêmes parce que c'est, encore une fois, une réalité qui est confrontante. Mais c'est important de ne pas minimiser le vécu, de ne pas parler, par exemple, d'inconduite, d'accident de parcours, du fait que, par exemple, il y avait les mains baladeuses. On va l'entendre donc aussi au niveau des violences à caractère sexuel, mais d'utiliser les vrais mots, de décrire les vraies actions qui ont été commises aussi, sans essayer de maquiller un peu la réalité pour qu'elle soit moins confrontante, si on veut. Ça va être aussi de ne pas désigner les parties comme couple. Ça a été déjà sûrement un acte très difficile qui peut avoir pris du temps. On le sait, en contexte de violence conjugale, il y a des reprises de vie commune. Ça fait partie aussi du cycle de la violence conjugale, justement la phase de lune de miel qui contribue à la reprise de la vie commune à certaines occasions. Donc, vraiment, de rendre compte du courage que ça a demandé, puis des démarches qui ont été entreprises, puis de désigner les parties comme séparées, de mettre ancien ou ex quand on parle du partenaire, pour rendre compte de cette reprise de pouvoir-là qui est déjà en soi monumentale. Absolument.
On va aussi donc recommander de faire attention au fait de ne pas internaliser les justifications du partenaire violent. Ça, on en a parlé tantôt, notamment au niveau des représentations médiatiques, comment les médias vont l'intégrer à même leur article, parler du caractère dépressif du partenaire violent. Donc, à même les procédures en tant qu'humain et non que professionnel, comment on fait attention pour pas tomber dans ce piège-là, j'ai envie de dire. C'est possible d'être sensible au fait que la personne rencontre plein d'autres problématiques que sa problématique de violence. Elle a peut-être une problématique de consommation, une problématique de santé mentale, mais je pense qu'au contraire, c'est très blessant et stigmatisant pour une personne qui est toxicomane ou qui a des enjeux de santé mentale de se faire amalgamer avec l'idée que parce que tu as ça, inévitablement, tu vas être une personne violente. C'est pas du tout le cas. Donc, vraiment, de voir ça comme deux problématiques distinctes, soit la problématique XY de santé mentale ou quoi que ce soit, puis la problématique de violence conjugale. En plus, ça va, comme on en parlait tout à l'heure, mais c'est la chose probablement qu'on va répéter et que vous allez entendre le plus souvent dans ces balados, mais quand on est dans ce qui est objectif puis dans ce qui est vérifiable, on n'aura pas nécessairement envie ou besoin de référer à autre chose que ce qui est les comportements violents ou ce qui est la problématique de violence. Puis ça va éviter justement de tomber dans ce piège, parce que c'en est un, d'être dans la justification d'une part, mais aussi on ne sera pas dans l'invalidation du vécu, on ne mettra pas l'accent sur l'auteur de violence, on va mettre l'accent sur la personne victime, la personne qu'on représente, ses besoins, les besoins de ses enfants, de son enfant et le meilleur intérêt de ceux-ci. Donc oui, c'est beaucoup de cases à cocher. Oui, c'est beaucoup de choses à penser, mais promis, quand cette idée-là est déconstruite, c'est un réflexe qui vient naturellement. Tout à fait. Puis je pense que on parle de vocabulaire allié, mais des fois aussi même le vocabulaire des victimes, il intègre ces justifications-là. Donc, c'est un travail de déconstruction à faire auprès aussi des personnes qui vont venir dans vos bureaux, dans les termes qui ou elles vont utiliser. On peut penser, par exemple, au fait qu'elles vont décrire la situation comme il a fait une crise, il était très en colère. C'est comme ça qu'elles-mêmes vont le décrire, par exemple, aussi. Puis là, ça va être de recadrer le fait que, il y a une distinction entre la colère et la violence. Puis là, toute cette conversation-là qu'on a eue précédemment sur le fait que, la violence, c'est un choix, c'est une stratégie, ça s'inscrit dans un cycle, etc. Tandis que la colère, c'est une émotion et qui est tout à fait saine, au même titre que la tristesse, que la joie, que le dégoût. C'est des émotions humaines tout à fait normales. Il faut les extérioriser. C'est pas mauvais. C'est un moteur à l'action, encore une fois. Tandis que vraiment, la violence, ça témoigne d'une intention, d'un désir de contrôle. Puis c'est important de le distinguer, notamment parce que les enfants, ils vont en vivre aussi des émotions. Puis si on leur dit que colère, c'est le synonyme de violence, ils vont se sentir très coupables d'être en colère. Puis c'est une émotion qui ne se permettront pas de vivre. Même chose pour les mamans, les papas qui sont victimes de violences conjugales. Finalement, il y a l'idée de la violence réactionnelle ou défensive qu'on voulait aborder. Ça, c'est une situation où, par exemple, on le voit là, assez fréquemment, il y a des plaintes croisées, par exemple. C'est quoi une plainte croisée? Les policiers se rendent sur les lieux, puis les deux partenaires vont porter plainte l'un contre l'autre. Donc, ça va être difficile aussi pour les policiers de dire, là, c'est qui la victime, c'est qui l'agresseur. C'est un peu ça la tactique aussi du partenaire violent, de porter plainte en ricochet, si on veut, là, pour qu'on soit mêlé un peu au niveau de qui est qui. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de voir c'est quoi l'intention derrière la violence, encore une fois. Est-ce que c'est justement dans une optique de contrôle ou est-ce qu'on est plutôt dans une optique de se défendre, une tentative de survie? On en parlait plutôt aussi du fait que les victimes, ça devrait pas être péjoratif, qu'elles sont pas passives de leur vécu, elles prennent action. Puis une de ces façons de prendre action-là, des fois, c'est ce qu'on appelle un positionnement de contre-pouvoir. C'est vraiment de décider de reprendre du pouvoir en utilisant des fois le langage, le seul qui va percer ou se rendre au partenaire violent. Puis on est poussé à bout, on vit des conséquences de la violence conjugale aussi. On a peut-être un manque de sommeil, il peut se mêler à ça, le fait d'avoir développé aussi des problématiques de consommation pour juste se dissocier un peu de son quotidien, puis justement survivre là-dedans. Donc, une des positions, le contre-pouvoir, c'est vraiment de rétablir l'équilibre de force, par exemple,
pousser. Tenter de. Exactement. Exemple que le partenaire violent va se tenir dans le cadre de porte, séquestrer la personne victime, mais de le pousser pour sortir, c'est pas violent. En soi, l'intention, c'est de sortir de la pièce, c'est de se mettre en sécurité. Ça devrait pas être interprété comme de la violence, là, puis nécessiter une plainte là, de la part de la personne qui a été poussée à cette fin-là. Est-ce que on entend ça, puis on le voit même dans certains jugements où on l'entend devant les tribunaux, est-ce que ça existe la violence bidirectionnelle? Bien, à mon sens, non. C'est-à-dire que... Bien, dans notre, disons, chez Juripop, dans notre définition de la violence, est-ce que ça existe, Constance? Ben non, parce que justement, comme on vient de le nommer, c'est facilement vérifiable l'intention aussi. C'est d'aller questionner là, les personnes, de prendre le temps de les écouter aussi. Puis on va le voir, une situation qui, de prime abord, va sembler... on va mettre en guillemets problématique de comment il y a eu des plaintes déportées contre la personne qu'on représente, puis on comprend pas pourquoi, justement, elle est accusée de voie de fait, puis là, ben là, ça voulait dire qu'elle aussi est violente, puis tu sais, OK, finalement, c'est peut-être un conflit sévère de séparation. Puis même comme nous, comme praticiens, ça peut nuire à notre lien de confiance avec la personne si on comprend pas bien, puis on l'a pas questionné adéquatement non plus, là. Tout à fait. Ben, c'est donc vraiment de prendre le temps de vérifier auprès d'elle qu'est-ce qui a amené à ces voies de fait-là, entre guillemets, justement, comme l'exemple que j'avais donné de pousser. Ça serait en soi un voie de fait, mais expliqué comme ça, je pense que personne ne peut en vouloir à la victime d'avoir tenté de sortir d'une pièce d'où elle était séquestrée, là. Donc, dans ce cas-là, je dirais pas que c'était de la violence bidirectionnelle parce qu'elle a poussé la personne qui se tenait dans le cadre de porte, là. En fait, c'est une question qui est importante à poser dans les premières rencontres avec la personne que vous représentez aussi, parce que c'est le genre d'information qui peut sortir à tout moment dans le cadre des procédures. Puis, on essaie toujours... L'idée, c'est d'avoir un coup d'avance aussi quand on est en pleine procédure dans un dossier où il y a de la violence conjugale post-séparation. Puis, c'est toujours d'avoir les faits qui vont permettre d'expliquer la situation. Donc, si on connaît l'intention, si on connaît le contexte, si on connaît le moment, si on n'a pas juste une photo de ce moment-là, mais si on sait ce qui s'est passé avant puis après, on va vraiment être capable, comme juriste, là, de l'inscrire dans le cadre de la dynamique de violence conjugale. Puis ça aussi, ça va être précieux pour bien faire valoir les droits de la personne que vous représentez. Tout à fait. Puis ne serait-ce que pour enlever le sentiment de culpabilité qui va peser sur les victimes qui ont usé d'une certaine violence défensive. Fait que de normaliser ça, puis de dire qu'elles étaient en droit de faire ça, puis de voir avec elles c'était quoi l'intention, bien, ça permet justement aussi de se réapproprier son vécu puis de les déculpabiliser. Avec Constance, on aborde davantage les violences conjugales et post-séparation. On souhaitait également discuter de l'importance du choix des mots lorsqu'on parle de violences à caractère sexuel. On a donc contacté par téléphone Sandrine Richy, qui est chercheuse doctorale en sociologie et études féministes, affiliée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur de l'UQAM. Avec elle, on discute de certaines pistes de réflexion. Alors, Sandrine, on est vraiment choyés que tu aies accepté de nous parler brièvement de l'importance du choix des mots lorsqu'on parle de violences à caractère sexuel. Tu termines actuellement la rédaction de ta thèse qui porte sur la notion de culture du viol. Puis vraiment, il apparaît clair que les mots employés peuvent participer à la normalisation des violences. Oui, effectivement, la normalisation de la violence sexuelle, c'est un des traits caractéristiques de la culture du viol et c'est en même temps une de ses conséquences. La normalisation, ça peut être associé à une perception qui s'observe au Québec comme ailleurs, à l'effet que il y a certaines violences sexuelles qui sont franchement inacceptables. En général, des violences qui impliquent de la brutalité physique, entre autres, et en même temps, qu'il y a d'autres formes de violences sexuelles qui sont moins graves et donc tolérables. Donc, et ça fait en sorte que quelque chose qui est anormal, en l'occurrence la violence sexuelle, ça devient une norme, ça devient quelque chose à attendre par les filles et les femmes en particulier. Et cette normalisation, c'est un processus assez complexe qui est aussi ancré dans des dimensions historiques, on va dire, et sociales. Et c'est vraiment
ce processus par lequel une idée, un comportement va donc se banaliser, on parle aussi de banalisation, jusqu'à devenir toléré socialement. Et ça s'actualise par différents procédés, différents mécanismes qui peuvent être structurels, par exemple le système de justice, au hasard, et des mécanismes aussi qui sont discursifs du registre des mots. Okay. Et donc, quand on traite de violence sexuelle, ces deux niveaux sont importants et ils s'articulent les uns aux autres. Les mots sont importants parce que ils charrient une vision des violences, une compréhension et une forme de reconnaissance ou pas. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner? Je vais insister sur le registre discursif parce que c'est quand même la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, je crois, de la question de la normalisation par le choix des mots qu'on emploie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même il y a une tendance que j'associerais à voir les agressions sexuelles comme un fait divers ou alors une fatalité. Ça peut se rattacher à cette espèce de préjugé qu'un gars, c'est un gars. Donc, la violence sexuelle, c'est quelque chose dont on exagère l'ampleur et dont la victime n'est d'ailleurs pas si innocente. Une fille, c'est une fille. On sait pas. Et ça renvoie à une tendance sociale à blâmer, à responsabiliser les victimes, ce qu'on appelle le victim blaming, et qui suppose aussi, par une sorte de renversement, une déresponsabilisation des agresseurs. Et un message corollaire que ce genre de perception répandue reproduise, c'est que c'est aux filles de se prémunir, de prévenir d'éventuelles situations de violence sexuelle. Donc, elles vont devoir s'arranger pour, par exemple, ne pas être assises à côté du mononcle, du patron aux mains qui sont dites baladeuses lors du souper de Noël. Elles vont s'arranger pour pas mettre une mini-jupe quand elles sortent seules ou avec des copines le soir. Certaines vont mettre des écouteurs sur leurs oreilles pour espérer échapper au harcèlement dans les transports en commun. Bref, les filles et les femmes vont développer toutes sortes de stratégies pour échapper à ce qu'on peut appeler la culture du viol, à cette mainmise sans jeu de mots, sur leur corps et leur sexualité. Et ça, c'est un enjeu important. C'est qu'à cause des processus de normalisation, les femmes et les filles ne sont pas toujours conscientes de l'hypervigilance qui est causée par l'omniprésence et l'invisibilité, paradoxalement, de la violence sexuelle. Et ça passe par les mots qu'on utilise pour la qualifier. Tantôt, tu as employé l'expression « main baladeuse », puis à mon sens, ça en fait partie. Là, c'est un choix de mots qui est... Un patron main baladeuse, là, visiblement, on diminue puis on banalise l'acte qui est posé par le dit patron. Là. Exactement, parce que bon, si on retourne, sans parler des effets sur la victime, mais si on retourne aux définitions d'une agression sexuelle selon le code criminel, eh bien, de faire balader ses mains sans le consentement d'une personne, c'est une agression sexuelle, quoi. Et puis, un autre exemple que je pourrais donner, sur laquelle j'ai écrit dans le dictionnaire du sexisme linguistique, c'est l'expression abus sexuel pour parler de violence sexuelle envers les enfants. Donc, c'est une expression dont j'ai suggéré qu'elle participe de la normalisation et plus spécifiquement de l'euphémisation de la violence patriarcale et qu'en plus, elle nous empêche de lutter contre la culture du viol. En quoi c'est problématique, oui? Déjà, recourir à ce mot « abus » pour désigner des violences qui sont infligées non pas à un bien ou une chose, mais à une personne, ça pose toute une série de problèmes. Quand on parle d'abus sexuel, c'est une formulation qui tient du calque de l'anglais, puisqu'on parle de sexual abuse. Bon. Ce terme abus, si on retourne à l'étymologie, c'est comme dans us et coutume, OK? Ouais. Donc, un usage qui devient abusif en raison d'un excès par rapport au comportement normal. Donc, une sorte d'outrepassage des normes sociales. On peut penser à l'abus d'alcool, à l'abus de narcotiques, de tabac. On dit l'abus des bonnes choses. Oui. Bon. Alors, en ce sens, donc, l'expression abus sexuel, elle va poser des agissements comme
extérieure à la normalité. Mais en ce qui concerne la violence sexuelle, cette hypothèse du dysfonctionnement, elle est bien difficile à défendre si on constate les taux de prévalence de la violence sexuelle, incluant dans nos sociétés réputées égalitaires, et qui pourtant vont normaliser cette violence de multiples manières, et notamment en la qualifiant d'abus. Et puis, dans quel contexte de violence sexuelle on utilise beaucoup abus sexuels à propos des enfants? Ouais. Et là, je demande, est-ce que ça n'est pas envisagé qu'il existe un usage normal de gestes à connotation sexuelle commis par un ou une adulte sur un ou une enfant? Est-ce que c'est pas reconnaître aux adultes des droits sexuels sur les enfants? Sur les enfants. Donc, il ne faudrait pas abuser, mais qui sont quand même légitimes. La normalisation, c'est-à-dire l'occultation, l'euphémisation, le masquage de la violence et des rapports de pouvoir en jeu, qui sont charriés par cette expression abus sexuel, eh bien, ils apparaissent d'autant plus préoccupantes que c'est une expression qui figure dans des écrits, dans des politiques, dans des lois, dans le domaine de l'enfance. Oui, par exemple, la loi sur la protection de la jeunesse, si je ne me trompe pas, qui continue d'opter pour cette terminologie d'abus sexuel en dépit de critiques et d'un certain délaissement de cette catégorie par le milieu de la recherche, à tout le moins au Québec. Donc, il y a vraiment maintenant une diversité d'intervenants, de spécialistes qui vont préférer parler d'agression ou de violence à caractère sexuel ou simplement de violence sexuelle plutôt qu'abus sexuel. Au fond, c'est comme si, parce qu'on a été éduqués, on a grandi en sachant ou en comprenant, si on veut, ce que signifie un abus. Et puis, comme tu l'as nommé un peu, des bonnes choses ou des choses qu'on ne devrait pas consommer de manière en trop grande quantité. C'est comme si, lorsqu'on l'accole à la notion d'abus sexuel, même sans s'en rendre même compte, on va diminuer l'impact puis on va se mettre finalement des œillères sur le geste. Je pense que juste d'en prendre conscience, c'est pas un gros pas, mais c'est un pas certain. Tu vois, même pour moi, cette réflexion-là, cette discussion-là qu'on a ensemble m'éclaire beaucoup. Puis c'est définitivement un angle que j'avais pas nécessairement en tête. Je suis vraiment contente qu'on puisse l'aborder ensemble aujourd'hui. Il y a plusieurs autres expressions, exemples de mots qui participent à cette banalisation-là, à cette occultation-là des violences à caractère sexuel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? On peut assez régulièrement en entendre ou en lire, par exemple dans la presse, dans les réseaux sociaux, des termes qui sont souvent empreints de sexisme, pour parler des violences sexuelles, et aussi empreints de ce qu'on appelle l'hétéronormativité, notamment, c'est-à-dire un rapport de pouvoir qui impose l'hétérosexualité comme une norme. Et du coup, dans les médias qui sont souvent accusés d'être les courroies de transmission de la culture du viol, et on peut lire des expressions euphémiques comme drame conjugal, chicane de couple, des crimes passionnels. À propos des violences sexuelles, plus spécifiquement, on va entendre une affaire de mœurs. On parle de scandales sexuels dans l'Église, mais c'est pas équivalent à référer à des viols d'enfants par des prêtres pédocriminels. On va utiliser de manière synonymique des termes abus sexuels, pédophilie et inceste. Mais tout ça, ça contribue à brouiller la réalité de la pédocriminalité. Même chose, pour prendre un autre exemple, quand on réduit des actes qui sont criminels, d'agression sexuelle, à des inconduites. À propos des forces canadiennes, par exemple, on a entendu ça. On entend des expressions où on en lit qui parlent de comportements inappropriés, même certaines catégories utilisées dans le milieu de la recherche, dans les enquêtes, comme attention sexuelle non désirée, ça peut induire des effets de masquage, quoi, des vraies réalités qui sont désignées par ces expressions-là. C'est des énoncés qui minimisent
la violence qu'ils prétendent nommer, et ça entraîne, il y a des effets de dilution, il y a des effets de distorsion qui peuvent entraîner des conséquences majeures. Et d'autant plus que la culture du viol, c'est un ensemble de représentations, de pratiques qui est très intériorisé. Donc, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure de reconnaître la violence sexuelle qui est vécue, ou qui est observée, ou même qui est exercée. Il y a des recherches qui ont bien montré la difficulté que les victimes, pour ne parler que d'elles, peuvent avoir pour identifier ce qu'elles ont vécu comme de la violence sexuelle. Et même quand ça correspond à des crimes au sens légal. Parce que même pour les personnes victimes, il y a une banalisation. Oui. Exactement. Mais parce qu'on intériorise cette normalisation. Les victimes ne sont pas extérieures au monde social dont il est question ici. Mais non. Et les témoins non plus. Donc et des agressions non plus, finalement. Et par ailleurs, il y a des recherches qui ont montré aussi que plus les situations de violence sexuelle exposées sur les médias sont qualifiées d'agressions sexuelles, plus les gens sont susceptibles de se mobiliser contre ces violences. Donc, c'est pour ça que je considère que l'évitement linguistique d'une formule comme abus sexuel, comme inconduite, comme comportement inapproprié, etc., ça place les actrices et les acteurs sociaux en mauvaise posture pour prévenir cette violence, y résister et s'en libérer. Le fait de référer au bon mot, de faire le bon choix de mots, va faire appel chez l'interlocuteur à la bonne réaction ou enfin à la réaction attendue par ce choix de mots-là. Puis tout ce qui est intériorisé par rapport à la banalisation, par exemple, ou à l'occultation ne sera pas nécessairement éveillé puisqu'on parle d'une agression. Donc, si on parle d'une agression, la réaction qui est attendue est A, B, C, D versus si on réfère comme tu parlais tantôt. Tu as dit scandale, mais tu parlais aussi d'enjeux de mœurs, de chicane de couple. Alors, on va comme personne humaine ou comme allié peut-être se dire, c'est loin de moi, ça ne me concerne pas, je ne vais pas me mobiliser. Je pense que tout l'impact du choix des mots prend vraiment tout son sens à ce niveau-là. Ben oui. Bon, à part ça, il y a toute une série de choses qu'on pourrait faire pour améliorer la réception d'un témoignage de violence sexuelle, qu'on soit de l'entourage des victimes ou qu'on soit dans le système judiciaire. Ça, c'est une autre discussion, mais c'est sûr que les questions dont on discute, ça a des conséquences à de multiples niveaux. Et puis, pour rester dans le terme des représentations, de ce que ça donne à voir, il y a d'autres formulations, d'autres stratégies lexicales euphémisantes qui vont également avoir pour effet de garder dans l'ombre les agresseurs, essentiellement des hommes. Donc, par exemple, des formules consacrées, comme violence envers les femmes, violence faite aux femmes, et même violence contre les femmes, tout ça, ça contribue à invisibiliser les acteurs masculins et à dépolitiser les enjeux, à sortir de la question du pouvoir, pour en faire des enjeux individuels, de comportement, de problèmes de communication, etc. Alors que il y a d'autres expressions qui portent une charge politique, comme violence patriarcale, violence masculine, etc. Donc, même culture du viol jusqu'à un certain point. Donc, c'est des outils qui nous ont été donnés par les luttes féministes. Et malgré ça, donc, on peine encore à reconnaître cette violence sexuelle, patriarcale, et qui peut être marquée par le racisme, par le capacitisme, l'agisme, etc. Tout ça qui est omniprésent dans notre environnement, et ça nous empêche aussi de reconnaître les dommages que ça occasionne. Et tout ça, ça tient largement à cette question de la normalisation d'un système qui a vraiment tout intérêt à empêcher les femmes et les autres personnes de groupes opprimés, minoritaires, qui sont exposés à la violence, de la reconnaître comme telle, et donc d'empêcher l'émergence d'une révolte.
C'est pourquoi j'en suis arrivée à la conclusion qu'on pouvait dans ce marasme, on peut quand même se réjouir, qu'il y a un essor de popularité du féminisme, et plus spécifiquement pour ce qui m'intéresse dans mon travail doctoral, il y a un essor de popularité de la notion de culture du viol, et je considère que c'est un outil théorique et militant qui peut être utile pour détecter, pour dénoncer la violence sexuelle et possiblement de retrouver le pouvoir d'imaginer un monde qui serait libéré de cette violence. Merci beaucoup, Sandrine Richy, pour tes observations, ta connaissance, et puis pour nous avoir permis de mettre en lumière, ou mettre plutôt de la lumière sur les enjeux liés au choix des mots en matière de violence à caractère sexuel. Merci de l'invitation. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, donc déconstruire certaines idées, utiliser les bons mots, avoir un vocabulaire d'allié. Dans le fond, c'est la prémisse d'adapter sa pratique. Parce que en changeant notre vocabulaire, en utilisant les bons mots, en connaissant le sens des mots, bien évidemment, on va pas nécessairement pratiquer différemment. On va pas faire les procédures, on va les faire de la même façon. La notification, on va la faire de la même façon. On va devoir se présenter devant les tribunaux de la même manière. Mais comment on va amener le vécu de la personne qu'on représente, c'est cette portion-là qui va être adaptée. Puis il y a moyen, parce que en fait, c'est une des missions du programme de Jury Pop, c'est d'inclure ce vocabulaire-là à même nos procédures puis à nos plaidoiries, puis d'être en mesure de vérifier, mais évidemment c'est une vérification maison, mais d'en vérifier les impacts, puis d'être en mesure de voir la différence qu'une situation A et B a eu ou aurait eu sur le parcours de la personne qu'on représente. Puis on a identifié plusieurs exemples, évidemment, pour vous. Et puis on vous encourage vivement à modifier parfois un mot pour un autre pour faire vraiment toute la différence, là. Tout à fait. Puis je pense que c'est, oui, au niveau aussi de sensibiliser les acteurs du système judiciaire, les juges, les avocats, les parties adverses, des fois même, pourquoi pas, les parties adverses, les partenaires violents qui se trouvent dans la salle de cour puis qui font donc entendre vos plaidoiries, mais aussi à travers le processus de sensibiliser les personnes requérantes qui se retrouvent dans vos bureaux, d'aborder vraiment le vécu, de le traiter avec respect aussi, de lui demander est-ce qu'elle est à l'aise avec les termes utilisés, d'expliquer pourquoi on a mis ces termes-là dans des procédures sur papier pour qu'une personne inconnue les lise. Ça peut être aussi revictimisant, donc prendre soin aussi des personnes requérantes en les impliquant selon le niveau d'implication qu'elles désirent, bien sûr, mais en les impliquant dans le processus là, pour qu'elles sentent que là, elles sont expertes de leur histoire, elles sont maîtres de leur histoire aussi. Quand on représente des personnes victimes de violences conjugales, il y a tellement d'aspects à réfléchir, je le disais tout à l'heure, mais on remet pas entre les mains du tribunal non plus la décision. Il faut prendre la main, puis expliquer le parcours, expliquer les enjeux, expliquer les conséquences, proposer des solutions, puis convaincre que ces solutions-là vont tenir compte de la sécurité et doivent être privilégiés parce qu'on est dans une situation tellement fragile où les conséquences sont tellement grandes que c'est la précaution puis la prudence qui doit primer. Dans les dossiers de divorce, on a la loi sur le divorce. Éventuellement, on a le projet de loi 2. Bientôt, on espère qu'on aura une définition équivalente dans le Code civil du Québec. Donc, on va avoir les assises légales. Mais je pense qu'encore pour plusieurs années, les assises légales ne seront pas suffisante. Je pense qu'on va devoir faire de la pédagogie, qu'on va devoir être à l'intersection du clinique et du juridique, justement, parce que tout être humain a besoin de comprendre la situation qu'il a devant lui pour rendre une décision ou rendre une solution juridique qui va être adaptée à cette situation-là. Puis pour comprendre une situation, bien, il faut avoir une pratique adaptée. Pour avoir une pratique adaptée, ça veut dire qu'il faut prendre un pas de recul, regarder la personne qu'on a devant nous,
admettre qu'on représente une personne qui a des besoins différents, que le système de justice doit placer cette personne-là au cœur des services qu'elle lui rend. Puis, bien, aujourd'hui, une solution qu'on vous offre, c'est simplement de changer votre vocabulaire, d'adapter votre vocabulaire, de dire la même chose peut-être, mais de le comprendre différemment puis de lui donner une intention différente. Puis, on est persuadé qu'avec ce petit outil-là qui va demander quand même un certain effort, il y aura certainement un résultat sur les personnes victimes. Puis, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un confrère il y a quelques mois concernant une plaidoirie. Puis, il voulait mon avis sur justement l'essence des mots, puis savoir si c'était suffisamment parlant, si ça décrivait bien la situation de violence conjugale. Puis, on a eu une discussion, là, 15-20 minutes peut-être, où est-ce qu'il m'a exposé sa plaidoirie, puis rapidement, on a changé un mot pour un autre plutôt. On a changé une expression pour une autre expression, puis on a vraiment donné de la force, du pouvoir à sa plaidoirie. Donc, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête, là. De sa plaidoirie, à un moment donné, il disait « Monsieur a perdu le contrôle, est une personne impulsive qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, il a commis tel geste. » Puis là, je disais, bien, en fait, pour dire la même chose, dis plutôt, monsieur a choisi d'user de comportements violents pour commettre une agression à l'endroit de ou la personne que tu représentes ou l'enfant, je me souviens plus exactement, mais on vient vraiment décrire ce que c'est la violence conjugale, donc le pouvoir, le contrôle, mais aussi le fait que c'est un choix, les comportements violents. C'est un choix que l'auteur de violence fait. Il mentionnait également dans sa plaidoirie que c'est un contexte très inquiétant parce que la partie adverse, auteur de violence, consommait une drogue quelconque, puis que ça rendait la personne imprévisible. Puis ce que je lui disais, c'est en fait, c'est la consommation, c'est un facteur de risque. Donc, c'est un facteur de risque homicidaire en présence de violence conjugale ou post-séparation, puis de le nommer comme tel. Monsieur consomme, on sait qu'il consomme. Ça ne le rend pas, oui, ça le rend imprévisible, mais surtout, c'est un facteur de risque supplémentaire pour la sécurité de la personne que tu représentes et pour son ou ses enfants. On veut dire la même chose, on donne vraiment un pouvoir différent, puis on valide surtout ce que la personne victime a vécu. Puis si je me souviens bien, après on s'était reparlé, puis ça avait même été nommé par la personne qui représente que le fait d'entendre cette manière-là de décrire la situation que la personne vivait avait validé son vécu, puis avait validé son expérience, puis que c'était même, si je me rappelle bien, une des premières fois que ça lui arrivait d'un acteur du système de justice de se sentir autant validé. Donc, pour moi, c'est vraiment un exemple concret, rapide, d'un travail qui est vraiment pas compliqué, mais qui peut vraiment avoir un impact très différent sur le parcours des personnes victimes dans le système. Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à écouter nos autres contenus de formation disponibles sur le site Internet de Jury Pop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.